Donc, si vous voulez bien, on va pouvoir débuter très, très tranquillement notre activité. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire du RISIC du 26 novembre 2024. Mon nom est Marc-André Mercalotte, je suis directeur exécutif pour le RISIC et je suis accompagné aujourd'hui de Mme Josée Côté et de Mme Céline Gélina, qui sont toutes les deux directrices scientifiques pour le RISIC. Je vais vous présenter nos conférenciers dans quelques instants, mais avant, simplement vous informer ou vous rappeler que, comme lors de chacune de nos activités, vous pouvez utiliser la fonction Q&A, Q&A ou questions-réponses au bas de votre écran afin de poser vos questions à nos conférenciers, et ce, tout au long de l'activité. Il va y avoir une période d'échange à la fin du webinaire et où je pourrai transmettre vos questions à nos conférenciers. Donc, sans plus attendre, le webinaire d'aujourd'hui est intitulé Soutenir la transition et l'intégration des infirmières nouvellement diplômées par un programme de résidence en soins infirmiers, revue des écrits et perspectives d'avenir. Et il nous est présenté par M. Martin Charette et M. William Tessier. Donc, Martin Charette est professeur adjoint à l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke, chercheur universitaire clinicien au Centre de recherche du CHU Sherbrooke et professeur associé à l'École des sciences infirmières de la Trobe University en Australie. Professeur Charette est membre de l'équipe Future, une équipe de recherche interuniversitaire et interdisciplinaire sur la professionnalisation des étudiants en sciences de la santé. Sa programmation de recherche lui permet de poursuivre ses travaux sur le développement de compétences et l'amélioration du soutien offert aux infirmiers nouvellement diplômés pendant leur transition des études à la pratique clinique. Ces travaux sont effectués en partenariat avec des acteurs des milieux cliniques à travers une approche pragmatique d'implantation d'un programme de résidence en soins infirmiers soutenant la relève. Il est d'ailleurs l'un des récipiendaires de la subvention Pat Griffin 2024 de l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières soutenant la recherche en formation infirmière. Donc, merci beaucoup, M. Charlet, d'être avec nous. Et nous avons également M. William Tessier. Donc, M. William Tessier possède une expérience significative en soins critiques, notamment à l'urgence et aux soins intensifs, et travaille actuellement comme chargé de formation pratique à l'Université de Sherbrooke. Au niveau académique, il a complété une maîtrise en sciences infirmières, au cours de laquelle il s'est intéressé à l'intention de quitter des infirmières nouvellement diplômées qui débutent leur carrière dans les milieux de soins critiques, ainsi qu'aux stratégies à mettre en place pour assurer une saine transition professionnelle. Ses travaux lui ont valu la mention d'honneur du doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Il poursuit maintenant ses études au doctorat à la même université. Ses travaux de recherche s'intéressent à l'intégration et à la rétention de la relève infirmière dans les urgences du Québec. Donc, merci beaucoup à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole et je vous retrouve à la fin de l'activité pour la modération des échanges. Excellent, merci beaucoup Marc-André. Donc, bonjour à tous et à toutes. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je ne relirai pas le titre très très long. Marc-André l'a déjà très bien lu. Mais donc, aujourd'hui, on va vraiment parler de la transition des nouvelles diplômées et des programmes de résidence en soins infirmiers. Donc, on a été bien présenté également. Donc, aucun conflit d'intérêt pour la présentation aujourd'hui. Et les trois objectifs de l'activité. Donc, le premier, expliquer les stades de transition des infirmières nouvellement diplômées. Le second, décrire les principales activités composant les programmes de résidence en soins infirmiers soutenant la transition des infirmières nouvellement diplômées. Et le troisième, discuter des principaux enjeux à l'implantation des programmes de résidence en soins infirmiers. Vous allez voir qu'on va quand même passer un petit bout de temps sur la transition, les nouvelles diplômées, pour vraiment mettre la table pour les programmes de résidence par la suite. Donc, William, je te passe la parole. Merci Martin. Donc, premièrement, c'est important de situer, en fait, c'est quoi la transition professionnelle. Puis ce qu'on voit, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment bien étudié depuis bon nombre d'années. On a des premiers modèles qui ont émergé là, à partir des années 70 déjà, avec le modèle de Madeline Kramer en 74, le choc de la réalité. Par la suite, on a la théorie de Benner aussi en 82, que beaucoup de gens connaissent, donc la théorie de novice à expert, qui aide un peu à situer, en fait, comment l'infirmière va se développer à partir du début de sa carrière vers sa pratique professionnelle. Puis, plus récemment, on a la théorie de Judy Dutcher, une infirmière canadienne, qui est la théorie des stades de transition, une théorie en trois stades, donc le stade du savoir-faire, savoir-être et savoir-devenir, sur une période de 12 mois. Et c'est surtout sur celui-là qu'on va s'attarder aujourd'hui, essayer de bien situer, en fait, qu'est-ce qu'une transition en 12 mois. Maintenant, la question que j'ai marquée sur la diapositive juste avant, pourquoi c'est toujours pertinent? Donc, c'est quelque chose qui est étudié depuis longtemps, longtemps, longtemps. Maintenant, pourquoi on parle encore de la transition? Et souvent, les gens vont me dire, ah, ben, c'était encore un défi. Donc, pourquoi on n'a pas trouvé des solutions pertinentes ou qui nous aident à assurer une saine transition? Mais je pense que la prochaine diapo nous aide un peu à comprendre, en fait, pourquoi c'est aussi difficile la transition
Et là, évidemment, comme ça a été mentionné en introduction, j'ai un intérêt particulier pour l'urgence. Et je pense que l'urgence, c'est un portrait quand même intéressant de la clientèle qu'on a dans les hôpitaux. Pas nécessairement en pédiatrie, là, mais sur la clientèle gériatrique surtout, c'est un bon miroir là, de à quel point on a beaucoup de patients qui se présentent dans nos hôpitaux. Maintenant, si vous voyez l'évolution de la clientèle à l'urgence de 2012-2013 à 2021-2022, donc sur une période d'environ 10 ans, on n'a pas nécessairement plus de patients qui consultent à l'urgence. Donc, il y a toujours beaucoup de patients qui consultent, mais il n'y en a pas tant plus. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le nombre de P1, P2, donc des patients qui présentent une grande instabilité clinique ou qui sont en état d'arrêt cardio-respiratoire. Et aussi, dernière colonne à droite, les personnes de plus de 75 ans qui sont sur civière, on voit une augmentation de 317%, ce qui est absolument ahurissant. Donc, évidemment, ces gens-là, de 75 ans et plus, et là, il y avait des statistiques aussi là, sur le nombre de patients avec 6 comorbidités et plus, etc. Donc, c'est un peu toutes les mêmes statistiques. Donc, il y a vraiment une augmentation de nos personnes qui présentent un potentiel instable et qui sont plus âgées. Et évidemment, ça se répercute sur les unités de soins par la suite. Donc, évidemment, tout ça pour vous dire à quel point la clientèle est plus instable, la clientèle nécessite plus de soins et évidemment, la durée de séjour est beaucoup plus longue pour nos patients actuellement qu'il y a 10 ans, 20 ans et 30 ans. Alors évidemment, ça fait en sorte que c'est extrêmement difficile, donc c'est important de bien comprendre les stades de la transition. Donc on peut pas s'attendre à une jeune infirmière dans ses 3 premiers mois de pratique de prendre en charge ces patients-là qui ont un haut potentiel instable et qui nécessitent des soins aigus. Donc super important, on a le premier stade dans la théorie des transitions, donc une période d'environ 3 à 4 mois où l'infirmière va surtout être concentrée à faire des tâches. Je peux parler par exemple de prendre des signes vitaux, donner les médicaments, prendre une glycémie capillaire, effectuer un changement de pansement de manière adéquate et stérile. Donc, tous ces éléments-là, c'est vraiment, là, durant les 3, 4 premiers mois de pratique que l'infirmière va être extrêmement concentrée pour ça. Et on peut même dire qu'elle a un peu des œillères, là. Donc, il y a plein d'éléments autour d'elle qui va avoir de la difficulté à observer. C'est difficile, cette période-là. Ça peut amener des émotions négatives. Ça peut même amener ce qu'on va appeler le choc de transition en début de carrière. Dans le deuxième stade, maintenant, elle va se questionner un peu plus sur son rôle professionnel. Donc, elle a un peu plus confiance en elle, elle a un meilleur jugement clinique, donc elle va chercher à valider avec ses collègues sa réflexion clinique par rapport au patient. Et là, le défi, en fait, c'est à quel point j'ai besoin d'accompagnement, mais à quel point aussi je recherche une certaine autonomie. Donc, il y a ce mélange-là de je veux être aidé, mais en même temps, je veux montrer que je suis capable de le faire. Donc, ça, c'est le défi jusqu'à 7, 8 mois de pratique. Et par la suite, le dernier stade, le stade du savoir-devenir. Et là, je tiens à mentionner que c'est des traductions que Martin et moi, on a effectuées en collaboration avec Judy Dutcher, dans le fond, l'auteur original du modèle, traduction du modèle avec une adaptation qui va être publiée, là, évidemment, au cours du printemps prochain. Mais le stade du savoir-devenir, donc c'est là que l'infirmière va développer son identité professionnelle. Elle va chercher à se différencier également de ses collègues. Donc, comment elle peut soigner, elle, à sa façon, en maintenant évidemment des standards de pratique, mais surtout comment elle peut s'accomplir professionnellement et individuellement, peut-être même en quittant certaines unités, certaines organisations et cherchant un autre type d'emploi aussi. J'ai parlé dans le premier stade, il y a le choc de transition. Donc, dans les semaines, les mois qui vont suivre l'entrée dans la pratique professionnelle, il va y avoir un choc de transition. Souvent, en fait, ça va être causé par un écart qui existe entre la théorie, ce qui est vu à l'école, et la pratique, donc ce qui est vu dans le milieu clinique. Et les attentes sont souvent un peu plus idéalistes, très optimistes par rapport à une réalité qui est tout autre dans le milieu clinique. Donc, cet écart-là, donc ce que je m'attends de mon rôle professionnel et ce que je dois vivre, ce que je dois effectuer comme rôle professionnel, même chose au niveau des responsabilités, au niveau des connaissances aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai comme connaissances que j'ai acquises au niveau lorsque j'étais à l'école et maintenant, qu'est-ce que je dois avoir comme connaissances sur des unités qui sont hautement spécialisées comme l'urgence ou intensif, la santé mentale ou autre, même la première ligne, ce serait un autre cas particulier. On peut penser à la pédiatrie aussi où il peut y avoir d'autres défis et évidemment les relations qui sont très difficiles à gérer avec des concepts comme la violence horizontale dans certaines organisations aussi. Maintenant, quand on a une mauvaise transition, qu'est-ce que ça cause comme enjeu? Ben, premièrement, il y a une corrélation qui est établie entre l'intention de quitter ou le roulement dans les organisations et une perception d'une mauvaise transition. Donc, si une infirmière nouvellement diplômée perçoit qu'elle a une transition qui est difficile, elle a plus de chances, évidemment, là,
d'avoir l'intention de quitter son organisation. Et on estime que le taux de roulement varie entre 9 à 50%, dépendant des unités, dépendant des organisations. Mais on a même des statistiques qui sont non publiées là, au Québec, dans certaines urgences où il y a des taux de roulement qui dépassent le 50%, et c'est un taux de roulement à 12 mois. Donc, dans la première année de pratique, des fois, on perd plus de la moitié de nos jeunes infirmières. Qu'est-ce que ça a comme impact? Au niveau des coûts? Premièrement, des coûts entre 45 000 et 67 000 dollars. Ça va empêcher le développement d'une confiance mutuelle entre les membres d'une équipe. Ça va altérer les dynamiques de travail au sein de l'unité de soins. Ça va diminuer évidemment la qualité des soins qu'on va offrir aux patients. Et d'un point de vue individuel, donc pour les jeunes infirmières, ça amène une insatisfaction professionnelle, une remise en question. Ça peut amener des émotions négatives comme du stress. Puis surtout, ça va accentuer la charge de travail puis le risque d'erreur médicale. Donc, ultimement, diminuer la qualité des soins. Maintenant, je termine avec cette diapositive-là, donc en lien avec l'intention de quitter qu'on doit essayer de pallier en début de carrière chez ces jeunes infirmières-là. En 2021, dans mes travaux de maîtrise, on avait fait une revue de la littérature justement pour identifier des actions à entreprendre pour diminuer l'intention de quitter. J'encourage les gens s'ils veulent faire une capture d'écran, là, il n'y a pas de problème. Sinon, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans un article publié en 2021. On avait identifié principalement 5 thèmes. Donc, premièrement, une orientation structurée basée sur les besoins, donc s'attarder aux besoins de l'infirmière nouvellement diplômée. L'importance de l'acquisition des connaissances, développement des compétences en début de carrière, d'avoir une personne ressource désignée sur l'unité de soins, d'avoir des expériences de socialisation positives, mais aussi une culture organisationnelle qui est forte et qui est présente sur l'unité de soins. Donc, différentes actions à entreprendre. Et ce qu'on réalise, en fait, c'est que toutes ces actions-là, ou ces différents thèmes-là, bien, ça se retrouve, en fait, dans des programmes de résidence que Martin va vous présenter. Merci, William. Donc, avant justement de parler des programmes de résidence ou des programmes de transition, c'est important de comprendre aussi comment on forme les professionnels de la santé, dont les infirmières. Donc, les programmes de formation qu'on a actuellement, on sait au Québec, une infirmière peut être formée au cégep ou à l'université. C'est souvent des programmes, soit qu'on va dire basés sur une approche par compétence ou des programmes de professionnalisation. C'est-à-dire, c'est un processus pour pour développer un professionnel. Dans notre cas, c'est un professionnel de la santé. Ces programmes-là ont été étudiés, entre autres, par Marie-Lou Bellil de l'Université de Sherbrooke, qui a identifié 3 composantes à développer, ou en fait 3 composantes clés de ce phénomène-là de professionnalisation. C'est-à-dire que oui, un développement de compétences, c'est celui avec lequel on est habituellement très habitué. On sait que dans nos programmes, on aide nos personnes étudiantes à développer des compétences qui sont pas uniquement des habiletés techniques, mais qui sont vraiment des savoirs-agir complexes. On va également les aider à construire leur identité professionnelle. Donc, l'identité, c'est la représentation de notre représentation de soi, effectivement, par rapport à notre profession, par rapport à notre société et comment on voit notre image comme professionnel de la santé, comme infirmier, infirmière. Et on a également l'intégration de la culture professionnelle. Donc, la culture professionnelle, c'est l'ensemble des normes, valeurs, attitudes, symboles qui sont partagés par les membres de la profession, mais on entend souvent parler de la culture des milieux. Donc, la culture peut se voir à différents niveaux. Donc, lorsqu'on forme, en fait, nos étudiants, on les aide à développer ou acquérir ou construire ces différents éléments-là. Lorsqu'on parle des infirmières nouvellement diplômées, donc William a parlé plus du processus de transition, donc comment la transition comme telle a été étudiée, mais on a également des études qui nous montrent en fait quel est le niveau de compétence de ces nouvelles diplômées-là lorsqu'elles arrivent dans les milieux cliniques. Donc, une revue systématique qu'on a fait en 2020 avec donc la dernière décennie, donc des études empiriques qui avaient été faites qui avait été publié, pardon, entre 2010 et 2019, dont le but de cette revue systématique-là, c'était vraiment de synthétiser les évidences d'études empiriques qui évaluaient les compétences des nouvelles diplômées, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, les nouvelles diplômées, en fait, ne sont pas prêtes à la pratique, donc c'est pour ça qu'elles vivent le choc de transition ou qu'elles vivent une difficulté dans la transition, donc elles ne sont pas prêtes. Donc, on a été fouillé dans la littérature pour voir, ben, qu'est-ce que la littérature dit, qu'est-ce que les études disent sur leur préparation à la pratique. Donc, pour être cohérent avec nos programmes de formation, on a utilisé la définition de compétences plus holistique, donc un savoir-agir complexe et non pas simplement centré sur des habiletés techniques. Donc, on a inclus 42 études dans notre revue systématique pour se rendre compte que, en fait, les conclusions de cette revue systématique-là, c'était que le niveau de compétence correspond effectivement à un niveau
novices ou débutants avancés, donc quand on comparait avec les écrits de Patricia Benner des années 80, ou quand le niveau de compétence avait été étudié avec des questionnaires ou des instruments de mesure correspondant à un niveau adéquat, bon ou acceptable, parce que chaque instrument a sa façon un peu différente de nommer le niveau de compétence. Donc, ce qu'on voit, c'est que les infirmières, dans la première année de pratique, à différents moments, parce que les études, la collecte de données ne se faisait pas tout le temps au même moment, mais identifient que le niveau de compétence est tout de même acceptable, bon, un niveau de novice ou de débutante avancée, donc un niveau en fait cohérent avec là où les nouvelles diplômées sont dans leur parcours professionnel. On voyait également dans les quelques études longitudinales qui avaient été faites sur la première ou les 2 premières années, de très grands changements significatifs de 0 à 6 mois, ce qui n'est pas étonnant. On sait que l'infirmière va vraiment avoir une courbe dans le développement de ses compétences, en particulier dans le premier 6 mois. Mais par la suite, de 6 à 12 mois, même si on voyait que les compétences continuaient à augmenter, les changements étaient parfois non significatifs ou en fait, c'était contradictoire d'une étude à l'autre. Donc, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le premier 0 à 6 mois. Par la suite, encore un peu incertain, on ne sait pas trop comment ça se déroule. Dans les études qu'on a regardées, il n'y avait pas de différence notable entre l'auto-évaluation et l'évaluation par autrui. Parce que ça, c'est souvent une critique que les gens font en disant, ben, c'est sûr que le niveau était acceptable parce que les gens s'auto-évaluent et les gens n'ont pas nécessairement une bonne autocritique. Donc, notre revue systématique a montré, comme d'autres revues systématiques qui vont dans ce même sens-là, que, en fait, quand on compare les niveaux d'évaluation entre une auto-évaluation et l'évaluation par autrui, oui, des fois, il y a des différences, mais qui vont être les mêmes tout au long de l'évaluation, ou parfois, il n'y a pas de différence notable. Par contre, ce qu'on voit, c'est que lorsque l'évaluation est faite par autrui, là, il va y avoir une différence entre est-ce que c'est quelqu'un d'un milieu clinique, par exemple un gestionnaire qui fait l'évaluation, ou un enseignant, donc quelqu'un qui a davantage une posture d'éducation ou de formation. À la suite donc ça, c'est une revue systématique que nous, on a fait, mais il y a d'autres études, en fait, qui sont sorties depuis pour regarder de façon quand même plus globale la préparation à la pratique des infirmières nouvellement diplômées dans les 12 premiers mois de pratique et les facteurs qui viennent influencer cette préparation à la pratique. Donc, une revue de la portée, en fait, une revue de la portée de revue de la portée, donc une synthèse de connaissances de synthèse de connaissances. Même chose, à peu près le même timeline, donc de 2011 à 2020, qui ont inclus 45 revues, revues de la portée ou d'autres types de revues, mais dont 17 revues systématiques. Et les conclusions de cette revue de la portée de revue, en fait, identifiaient que le choc de la réalité, donc ce que William a présenté, était toujours présent. Donc, on sait que les écrits sur le choc de la réalité datent datent de 1974 avec Marlene Kramer, mais encore aujourd'hui, en fait, jusqu'en 2020, oui, on identifie toujours le choc de la réalité comme étant toujours présent. Et les auteurs concluent qu'en fait, il va probablement toujours être présent parce que de la façon dont on forme nos professionnels de la santé, on les forme dans des maisons d'enseignement. De façon générale, nos programmes forment des infirmières, par exemple, des infirmières généralistes. On ne les forme pas spécifiquement pour une unité en particulier. Donc, il va toujours avoir une différence entre la réalité du terrain très spécifique de l'unité sur laquelle elles vont travailler et la façon dont elles ont été formées. Les auteurs concluaient également qu'il y avait une panoplie de définitions, de perceptions de ce que voulait dire être prêt à la pratique. Donc, en anglais, on appelle ça le practice readiness. Donc, oui, il y a des articles qui essaient de bien identifier ou cerner ce concept-là, mais tous les gens, en fait, dans les milieux cliniques vont l'interpréter un peu à leur façon, ce qui fait que ça mêle beaucoup les cartes. Les auteurs concluaient également qu'il y a une espèce en fait, que les inquiétudes, que les critiques étaient un peu exagérées au niveau du niveau, en fait, de compétences des infirmières nouvellement diplômées, comme on l'a vu également dans notre revue systématique. Le niveau de compétences correspond au niveau où elle devrait être rendue. Donc, les inquiétudes, ben, c'est pas tant en termes de niveau de compétences qu'on devrait avoir des inquiétudes. Là où, par contre, il y a un élément, c'est que les infirmières nouvellement diplômées manquent de confiance. C'est effectivement, on voit particulièrement les premiers mois de pratique, particulièrement la première année, les nouvelles diplômées peuvent manquer de confiance, mais en même temps, le contraire serait étonnant. Donc, c'est des nouvelles diplômées qui arrivent dans un nouveau milieu de travail, dans des nouvelles équipes, dans une spécialité qu'elles n'ont
possiblement étudié un peu, mais je rappelle qu'elles ont été formées comme généralistes. Donc, une nouvelle diplômée avec trop de confiance ou un niveau de confiance qui n'est pas cohérent avec son niveau de compétence serait en fait dangereux. On considérerait cette personne-là comme étant dangereuse. Donc, c'est normal de manquer de confiance quand même lorsqu'on débute un nouvel emploi. Les auteurs ont également identifié des facteurs qui venaient influencer la préparation à la pratique ou la pratique pendant les 12 premiers mois. Parmi les facteurs, en fait, il y a trois grandes catégories de facteurs, donc intrapersonnel, interpersonnel et organisationnel. Parmi les facteurs intrapersonnels, on parle entre autres le sentiment de ne pas être suffisamment préparé, donc ça revient toujours. En fait, ce sentiment-là cause un choc plus grand de transition. De la même façon, une personne qui a développé une identité professionnelle claire, donc là, je reviens sur les concepts de la professionnalisation. Donc, quand les nouvelles diplômées ont développé une identité professionnelle plus claire, à ce moment-là, on voit que la transition est plus aisée. Au niveau des facteurs interprofessionnels, donc on voit que tous et chacun ont un rôle à jouer pour soutenir la relève et favoriser des relations saines et collégiales. Et malheureusement, on voit encore dans nos milieux cliniques des interactions négatives, que ce soit avec des pairs, avec des patients ou avec d'autres types de professionnels. Donc, William a parlé de violence horizontale. On pourrait nommer beaucoup de termes. Là. Des fois, on parle effectivement de violence horizontale, verticale, d'intimidation, d'incivilité, de microagression. On parle même de racisme, de discrimination. Donc, il arrive encore des éléments en fait, des interactions négatives qui viennent influencer de façon négative, bien sûr, la pratique de nos nouvelles diplômées. Et il y a également des facteurs organisationnels, donc ce qu'on met en place dans nos établissements pour bien soutenir ces 12 premiers mois de pratique. Donc, entre autres, les programmes qu'on va venir mettre en place, qu'on va discuter dans les prochaines diapos, mais également la formation des gens qui vont participer à ces programmes. Donc, si on a des préceptrices ou des mentors, il faut que ce soit des gens qui soient formés pour assurer le soutien optimal de la relève et l'engagement dans une culture bienveillante et positive. Donc, ici, j'ai mentionné qu'au niveau des compétences qu'on voit quand on les évalue, les compétences des nouvelles diplômées, elles semblent au niveau où elles devraient être. Un des enjeux qu'on a, c'est une inadéquation entre les compétences et les attentes. Parce que William l'a mentionné, les attentes dans les milieux cliniques ont beaucoup augmenté parce que la complexité de la pratique a augmenté. Les soins sont de plus en plus demandants, donc on en demande de plus en plus à nos nouvelles diplômées. En fait, je dis de plus en plus, mais c'est la réalité, en fait, depuis presque toujours, qu'on demande, en fait, beaucoup aux nouvelles diplômées. Vous voyez à l'écran deux verbatim, donc le premier qui date de 2008, les écrits de Judy Docksher, donc l'auteur qui a, la théoricienne là, qui a émis la théorie des stades de transition, qui mentionnait donc au début des années 2000 que quelques semaines après leur embauche, les novices se sont vus confier une charge de travail équivalente à celle de leurs collègues infirmières plus expérimentés, sans accès raisonnable à des conseils d'experts ou à du soutien clinique. Donc, une grosse charge de travail et pas assez de soutien clinique pour les aider. Et plus récemment, même style de verbatim. Donc, lorsque les infirmières diplômées débutent leur pratique, elles doivent atteindre le même niveau de performance que leurs collègues expérimentés. Et en fait, c'est ce qu'on entend encore régulièrement, donc dans les études qui sont faites même jusqu'à tout récemment, dès que les infirmières nouvellement diplômées terminent leur période de préceptorat ou d'orientation, on s'attend à ce qu'elles soient aussi rapides ou à ce qu'elles soient aussi efficaces ou à ce qu'elles prennent une charge aussi lourde qu'une infirmière qui a plus d'expérience. Donc, tout ça pour dire qu'on met en place, en fait, des programmes de transition. En fait, dans tous les milieux cliniques, il y a des programmes de transition qui sont mis en place pour tenter d'apporter justement un soutien aux nouvelles diplômées dans la transition des études à la pratique. Ces programmes peuvent avoir plusieurs noms. On les appelle souvent de l'orientation, préceptorat, transition. Plus récemment, les programmes de résidence qu'on va parler dans quelques diapos. Il faut savoir que ces programmes de transition ont beaucoup été étudiés dans les 15 et même 20 dernières années. Et ce qu'on remarque, c'est que les programmes, et en particulier les programmes plus longs, plus complets, plus imbriqués, permettent effectivement de soutenir le développement des compétences des nouvelles diplômées, permettent d'augmenter leur confiance en elles,
augmente la satisfaction, diminue le stress et au final, en fait, l'augmentation de tous ces indicateurs-là donne une augmentation de la rétention et donc, lorsque des analyses économiques ont été faites, on voit des économies substantielles pour les organisations en lien justement avec l'augmentation de la rétention euh, qui vient couper un peu le prix ou le coût, en fait, qui est très important lorsqu'on a des infirmières qui quittent nos milieux, que ce soit l'unité ou carrément l'établissement. William en a mentionné tout à l'heure. Donc, on rentre maintenant dans les programmes de résidence. Donc, un simple rappel pour vous dire que quand on réfléchit les programmes de transition et en particulier les programmes de résidence, ce sur quoi il faut axer, c'est dans le fond les trois composantes de la professionnalisation. Parce que oui, dans les programmes de formation, on les forme pour qu'elles deviennent des professionnels de la santé, mais le jour 1 qu'elles commencent à travailler, il faut poursuivre ce processus de professionnalisation. Elles sont des novices, des infirmières débutantes, donc il faut les aider à gagner en expertise professionnelle dans leur milieu clinique. Donc, on doit continuer à mettre en place des éléments pour favoriser le développement de compétences, pour aider la construction de l'identité et pour les aider à intégrer la culture, entre autres la culture du milieu clinique dans lequel on se trouve, mais la culture plus générale également de la profession infirmière. Donc, les programmes de transition, comme j'ai mentionné, la plupart en fait, tous les milieux cliniques, je pense, ont des programmes de transition. Mais depuis environ une quinzaine d'années, ce qu'on voit dans en fait, les recommandations dans la littérature, c'est pas simplement d'aller vers des programmes de transition, mais d'aller vraiment vers des programmes de résidence en soins infirmiers dans l'ensemble des milieux. Donc, ce que sont les programmes de résidence en soins infirmiers, donc bien sûr, il peut y avoir des variabilités dans la structure et la durée, comme on a une variabilité dans les programmes qu'on a actuels, mais c'est vraiment d'offrir du soutien à tous les niveaux. Donc, d'offrir du soutien au niveau de l'individu, mais ce qui va également offrir du soutien au niveau de l'individu et au niveau de l'institution. On doit offrir du soutien non seulement aux infirmières nouvellement diplômées, mais à l'ensemble des préceptrices. Dans ces programmes, on va utiliser différentes stratégies pour soutenir les trois composantes de la professionnalisation que je viens de mentionner. Donc, entre autres, bien sûr, on va continuer d'avoir du préceptorat, donc du jumelage un pour un entre une infirmière nouvellement diplômée et une infirmière préceptrice, donc une infirmière plus expérimentée. Mais on va rajouter d'autres stratégies d'apprentissage, ou en fait d'autres modalités d'apprentissage pour vraiment venir allier la théorie et la pratique et soutenir le développement des compétences des nouvelles diplômées et pas juste les compétences, mais la construction de l'identité et également l'intégration de la culture. Donc, on peut utiliser, par exemple, la simulation clinique. On sait que de plus en plus de milieux cliniques intègrent des activités de simulation clinique en formation continue, incluant pour la formation des infirmières nouvellement diplômées. Et on peut aller vers différents types de stratégies. Là, je vais en parler dans quelques diapos également, d'autres types de stratégies ou de modalités d'enseignement ou d'apprentissage qu'on peut utiliser. Mais l'important, c'est toujours de faire réfléchir les gens à comment mettre en action leurs compétences. Donc, l'idée, c'est pas juste de développer ou d'acquérir des connaissances, mais c'est vraiment de mettre en action parce que ce qu'on voit aussi dans les études, c'est que bien que les compétences soient développées, des fois, les nouvelles diplômées ont de la misère à mettre en action ces compétences-là, entre autres, à cause, entre autres, de leur manque de confiance en elles. Donc, on va les faire réfléchir à comment on vient mettre en action ces compétences dans le monde réel de notre unité clinique avec des attentes quand même assez élevées. Une différence également dans les programmes de résidence, c'est que c'est un programme vraiment réfléchi comme un tout. Donc, tous les éléments sont liés les uns aux autres. C'est des programmes qui vont se baser, entre autres, sur des modèles ou des cadres théoriques bien définis et tout le monde va être au courant de l'ensemble des activités qui vont être proposées aux infirmières nouvellement diplômées. Un des cadres, je pense, les plus importants lorsqu'on réfléchit les programmes de résidence en soins infirmiers, c'est en fait un écrit, une revue de littérature de Chant et Westerndorf qui a été publiée en 2019 où ces auteurs ont identifié les composantes clés pour la pérennité des programmes de résidence en soins infirmiers, donc qui ont été divisés en trois grandes catégories. Donc, une fondation solide, même je dirais très solide, un programme structuré et un processus d'évaluation et d'amélioration de la qualité du programme. Donc, au niveau de la fondation solide, ce qu'on voit, c'est que ça prend du soutien et des ressources. Donc, ça prend
un soutien qui est organisationnel, donc pas seulement sur une unité, mais dans l'ensemble de l'organisation. Ça prend un leadership qui est authentique et engagé à tous les niveaux de l'organisation, donc pas simplement au niveau de la DSI, mais à chacun des niveaux allant jusqu'aux infirmières qui pratiquent sur les unités cliniques. Ça prend également des ressources qui sont dédiées. Donc, habituellement, dans nos milieux cliniques au Québec, c'est des ressources soit de la DSI, donc de la direction des soins infirmiers, ou des fois de la direction de l'enseignement. Des fois, c'est mis ensemble. Mais donc, des conseillères en soins ou des conseillères cadres qui vont être dédiés au programme de formation des infirmières nouvellement diplômées, au programme de transition des infirmières nouvellement diplômées. Et donc, c'est important d'avoir ces ressources qui sont dédiées à l'organisation des programmes et au suivi des programmes et des gens qui sont impliqués dans ces programmes-là. Ça prend également, ben, j'apprendrai rien à personne, ça prend des environnements de travail sains. Donc, par exemple, on sait que dans certains milieux, il y a des éléments qui sont mis en place qui fonctionnent bien pour assurer la rétention des gens. Donc, il faut vraiment réfléchir à tous ces éléments-là pour avoir un environnement de travail sain et limiter, j'en ai parlé un peu dans une autre diapo, les comportements négatifs qu'on peut voir, donc que ce soit de l'incivilité, de la discrimination, du racisme, tous ces éléments-là, ça prend en place dans les milieux cliniques des processus pour tenter d'identifier lorsqu'on voit ces situations-là et les éliminer. Au niveau du programme, en fait, ça prend un programme qui est structuré. Donc, il faut que la structure soit explicite. Le premier élément très important dans les programmes de résidence, c'est d'avoir un modèle ou un cadre sur lequel baser l'ensemble du programme. Donc, dans beaucoup de cas, en fait, ce qu'on voit de plus en plus, c'est entre autres les stades de transition. Donc, parce que on sait que les infirmières vont passer à travers différents stades, comme William l'a mentionné. Donc, les activités qu'on va mettre en place dans les 2, 3 premiers mois de la transition des nouvelles diplômées ne seront pas les mêmes que les activités qu'on va mettre en place après 5, 6, 7 mois ou après 8, 9, 10 mois. Donc, on va réfléchir les différentes activités en fonction de l'endroit où les nouvelles diplômées se trouvent en fait dans leur transition, en sachant que, bien sûr, c'est pas une transition qui est unidirectionnelle. Donc, des fois, les gens vont aller d'un stade à l'autre. Les gens ne feront pas leur transition dans tous les stades au même moment également. Mais ça nous permet quand même ça nous donne une structure pour baser nos différentes activités qu'on va offrir dans le programme de résidence. On n'est pas obligé d'avoir seulement un modèle. Donc là, c'est le modèle de la transition de façon plus générale. Mais après ça, pour d'autres activités qu'on va implanter, on pourrait, ou en fait, on devrait également se baser sur les résultats probants ou les modèles qui sont dans la littérature. Je pense entre autres, si on fait de la simulation clinique, on sait qu'il y a toute une démarche incluant des modèles de debriefing, de simulation clinique, des modèles de développement du raisonnement clinique ou du jugement clinique. Donc, on va se baser également sur ces modèles-là pour planifier des activités qui vont soutenir le développement de compétences des infirmières nouvellement diplômées pendant leur première année de pratique. Ça va prendre des résultats, en fait, ça prend des résultats qui sont bien définis. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec notre programme? Où on veut amener nos infirmières nouvellement diplômées après 6 ou après 12 mois. Donc, c'est important d'avoir des résultats définis explicitement et qui sont également centrés sur l'apprenant. Donc, on peut avoir aussi, bien sûr, on va avoir également des résultats centrés sur l'organisation, mais ça prend des résultats centrés sur l'apprenant parce qu'on veut, c'est vraiment être là pour soutenir le développement de l'apprenant. La nouvelle diplômée, je la considère souvent comme un apprenant. En fait, on est tous, comme professionnels de la santé, des apprenants à vie. Donc, il faut soutenir le développement de l'apprenant. Dans les programmes, ça prend des précepteurs des précepteurs ou des préceptrices qui sont formés, qui sont dédiés. Donc, ça prend une formation qui est disponible pour tous. Ça prend une réflexion sur comment on jumelle la nouvelle diplômée avec le précepteur ou la préceptrice. Il y a différents modèles qui existent dans la littérature. C'est sûr que souvent, on va penser au modèle 1 pour 1, donc jumeler une seule personne avec un seul précepteur, préceptrice avec une infirmière nouvellement diplômée. Mais en fait, il existe des différents modèles parce que justement, on a des fois des ressources limitées. Donc, on peut regarder des modèles plus 2 pour 2, des modèles plus collaboratifs également qui existent. Donc, on peut quand même réfléchir en fonction de notre réalité terrain. Ça prend également des mentors dédiés. Donc, on va vraiment faire la différence entre des précepteurs plus terrain qui vont montrer
davantage la routine de l'unité, qui vont aider avec le développement de compétences un peu plus techniques ou d'organisation des soins ou de priorisation des soins, donc un peu plus dans la routine de l'unité, versus des mentors qui vont aider davantage la réflexion sur le développement professionnel de la personne. Euh, cette personne-là va se centrer un peu plus sur la construction de l'identité, la culture, même si c'est pas découpé au couteau, qu'est-ce qui fait partie, en fait, de la responsabilité, qu'est-ce qui est sous la responsabilité du précepteur et qu'est-ce qui est sous la responsabilité de la personne mentor. Donc, souvent, dans certains centres, en fait, ça peut être la même personne qui va être et précepteur et mentor. Encore une fois, il y a différents modèles ici qui existent. Dans les programmes de résidence en soins infirmiers, ce qu'on va voir, c'est, entre autres, je l'ai déjà mentionné, mais des composantes didactiques. Donc, on n'aura pas simplement une immersion clinique, donc du préceptorat sur le milieu clinique, ce qui est très important toujours d'avoir du préceptorat, donc du jumelage, mais on va réfléchir différentes activités, pas juste des activités en début. Donc, souvent, c'est ce qu'on voit la première semaine en arrivant sur l'unité. On va mettre les nouvelles diplômées dans une salle de classe, on va leur passer plein de théories, puis ensuite, ils vont avoir le jumelage sur l'unité. Ce qu'on vient dire dans les programmes de résidence, c'est que seulement ça, c'est pas suffisant. Ça prend à travers, en fait, l'ensemble du programme. Donc, si on a un programme sur 6 ou sur 12 mois, ça prend à certains moments des activités, des moments d'arrêt et d'échange pour que les nouvelles diplômées puissent approfondir différents éléments. Et quand on met en place ces différents éléments-là, ce qu'on veut faire, en fait, c'est se baser sur des méthodes pédagogiques actives. Donc, les apprenants ont besoin de discuter de ce qu'ils vivent, de ce qu'elles voient, de leur pratique. Donc, on veut pas nécessairement juste donner de la formation théorique, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas en donner, mais l'idée, c'est d'aller vraiment vers des méthodes pédagogiques plus actives, donc des études de cas, de l'APP, des groupes de co-développement, des communautés de pratique, la simulation clinique haute fidélité, des ateliers où on fait vraiment réfléchir les nouvelles diplômées. Toutes ces activités basées sur ce qu'on appelle le paradigme de l'apprentissage dans les maisons d'établissement, c'est vraiment nos activités sont vraiment basées sur le paradigme de l'apprentissage, donc sur le fait de mettre l'apprenant au cœur de son apprentissage, donc pour qu'il puisse faire des apprentissages significatifs, ce qui peut inclure un peu de travail personnel ou en fait ce qui peut inclure également des discussions avec d'autres professionnels lorsque c'est possible. On va bien sûr favoriser une immersion clinique. Habituellement, c'est ça, c'est pas tant l'immersion comme telle qui est notre problème dans les programmes qu'on a déjà actuellement. C'est plus sur ce qui entoure l'immersion clinique, c'est-à-dire le choix de l'unité. Donc, est-ce qu'on permet aux nouvelles diplômées de choisir l'unité sur laquelle elles vont travailler? Et est-ce qu'on limite, en fait, les intervenants qui vont agir dans son développement, en particulier en début de pratique? Donc, dans un monde idéal, on devrait limiter à une ou deux personnes préceptrices, ce qui n'est pas toujours le cas. La longueur du programme, bien sûr, il faut que le programme soit très bien défini. Ce qu'on voit dans la littérature sur les programmes de résidence, c'est minimalement 6 mois et on peut aller jusqu'à 12 mois. Il y a même des programmes, des fois, qui annoncent plus long que ça, donc du 24, du 36 mois, parce qu'on sait que la transition ne se termine pas directement après 12 mois, mais c'est toujours de réfléchir les activités en fonction des besoins. Donc, bien sûr, le besoin va être beaucoup plus intense en début de pratique, donc les 3 premiers mois, les 6 premiers mois. Puis par la suite, le besoin va devenir un peu plus ponctuel. Mais un des dangers qu'on voit, c'est de ne pas réfléchir à ce besoin de façon automatique et de juste attendre que les gens viennent chercher de l'aide. Mais souvent, les gens ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Donc, ils ne viennent pas nécessairement chercher l'aide pour poursuivre le développement de leurs compétences. Et finalement, la troisième composante clé pour assurer la pérennité des programmes de résidence, qui est tout le processus d'évaluation lié au programme en tant que tel, donc pour s'assurer de répondre et aux besoins organisationnels, mais également aux besoins des infirmières nouvellement diplômées et pour assurer l'amélioration de la qualité. Donc, les programmes qu'on met en place, on ne veut pas que ce soit des programmes statiques, on veut améliorer les programmes continuellement. Donc, on va les réfléchir de cette façon-là. On va analyser les indicateurs ou les résultats qu'on avait définis. Ça va nous prendre des indicateurs qu'on va continuer à analyser, soit avec un outil d'évaluation structuré qu'on va avoir, qu'on peut développer ou qu'on peut prendre dans la littérature. Donc, il y a déjà des outils, des instruments qui nous aident à recueillir des résultats définis. Puis, on va favoriser également de recevoir la rétroaction fréquente des apprenants, donc des infirmières nouvellement diplômées.
par rapport au programme qui est offert pour voir si le programme répond toujours bien à leurs besoins. J'ajouterais dans le processus d'évaluation, en fait, c'est et processus d'évaluation et programme structuré, que c'est important d'assurer l'évaluation également des infirmières nouvellement diplômées. Donc, quand on a dit que ça prend des résultats définis, il faut avoir une façon de bien mesurer ces résultats-là et de transmettre cette évaluation-là aux infirmières nouvellement diplômées. Donc, au niveau des programmes, trois éléments qui sont essentiels. Donc, l'expérience. Donc, la personne doit être en expérience. Donc, pendant cette année-là, elle doit travailler. Donc, l'immersion clinique qui est très importante. Des éléments plus de théorie, donc de la formation, des composantes didactiques, où on va aider les nouvelles diplômées à faire des liens entre la théorie et la pratique, entre ce qu'elles vivent et ce qu'elles ont appris et pourquoi c'est peut-être fait différemment sur l'unité que ce qu'elles auraient appris, par exemple, dans les maisons d'enseignement. Et le soutien, donc il faut qu'il soit présent tout au long, minimalement de la première année, mais qui peut être, et en fait, qui doit être adapté pendant la première année en fonction de là où se trouve la personne dans son développement. Des programmes de résidence en soins infirmiers au Québec, il y en a déjà, il y en a même depuis plusieurs années, à ma connaissance, mais là, je ne veux pas primer quelqu'un si jamais j'ai pas j'ai pas la bonne information, mais euh, un des premiers qui est arrivé, c'est le programme de résidence de l'hôpital du Sacré-Cœur à Montréal. Là, je vous ai mis en photo l'article qui avait été publié en 2008 par Bérubé. Dans d'autres milieux cliniques, il y a également des programmes de résidence qui ont émergé depuis ce temps-là, entre autres au CHUM, entre autres à l'hôpital Sainte-Justine. Mais dans la très grande majorité des cas, où en fait, je ne pense pas me tromper, mais dans tous les cas au Québec, les programmes de résidence qu'on voit sont habituellement uniquement réservés pour les infirmières nouvellement diplômées, ou en fait les infirmières qui transitent sur les unités de soins critiques. Ce qui est très bien, c'est une pratique qui est très difficile sur les unités de soins critiques, ce qui inclut les soins intensifs, l'urgence et d'autres types d'unités. Mais c'est pas suffisant. On l'a vu dans les recommandations des grands organismes, entre autres l'Institute of Medicine en 2011. Toutes les infirmières nouvellement diplômées ont besoin de soutien et devraient avoir accès à un programme de résidence. Ce qui ne veut pas dire que le programme de résidence doit être le même sur l'ensemble des unités. On doit s'adapter aux besoins. Donc, un programme de résidence sur une unité de soins critiques ne serait pas le même que sur une unité de médecine-chirurgie, par exemple. D'autres exemples plutôt canadiens, donc il y a l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières, donc qui est l'association en fait qui accrédite les programmes universitaires de baccalauréat en sciences infirmières, qui a développé un programme de résidence en 2023 et qui est implanté à l'heure actuelle dans quelques milieux à travers l'ensemble du Canada, incluant au Québec. Il y a quelques milieux qui l'ont implanté sur des unités pilotes pour l'instant, donc liées à un programme de recherche pour recueillir des retombées sur leur programme de résidence. Donc, un programme sur 6 mois divisé en deux grandes étapes. Une premier 3 mois, 12 à 14 semaines environ de préceptorat où la nouvelle diplômée est assignée à une personne préceptrice mentante. Idéalement seulement une, mais souvent ça arrive qu'il y a plus qu'une personne qui agit à titre de préceptrice mentor. Par la suite, les trois autres mois, c'est une période plutôt de mentorat. Donc, l'infirmière, elle est autonome dans sa période de probation, mais à toutes les semaines, elle a une rencontre avec sa personne préceptrice mentor pour avoir une rétroaction là, sur ce qui s'est passé pendant la semaine ou en fait vraiment suivre le développement de l'infirmière des mois 4 à 6. Après ça, pendant toute cette période-là, en fait, il y a d'autres activités qui sont proposées. Donc, il y a 4 simulations cliniques virtuelles qui sont proposées aux infirmières nouvellement diplômées, une évaluation de leurs compétences à 3 et à 6 mois, et également des journées de séminaire. Donc, il y a 6 journées de séminaire là, qui sont réparties sur l'ensemble des 6 mois. Donc, qui sont des activités, là, les composantes un peu plus didactiques qu'on a vues, là, qui sont importantes dans les programmes de résidence. Avec le programme de résidence vient également la formation des personnes préceptrices mentors. Donc, dans le programme de résidence de la saisie, toutes les personnes qui agissent à titre de préceptrices mentors doivent absolument suivre la formation qui est là d'une durée de 10 à 15 heures avec différentes thématiques qui rejoignent habituellement, qui rejoignent en fait la majorité des formations qui existent, parce qu'il y en a différentes formations qui sont offertes des fois par les milieux cliniques ou par les maisons d'enseignement, donc cégep université ou d'autres établissements, mais la formation des personnes préceptrices mentors de la saisie rejoint un peu les principaux concepts qui sont vus dans les différentes
formation, ces gens-là. Donc, un exemple canadien. Un exemple québécois, en fait, des études que je suis en train de faire avec un partenaire, c'est de voir, bien, plutôt que d'implanter un tout nouveau programme, mais on va partir des activités qui sont déjà offertes aux infirmières nouvellement diplômées pour voir bien, comment on pourrait finalement avoir un programme de résidence, donc attacher les fils qui restent à attacher, améliorer les activités qui ne sont pas optimales. Donc, on peut travailler également de cette façon-là à partir de notre propre programme qu'on offre pour voir bien, comment on peut le rendre cohérent avec les lignes directrices qu'on a vues de Chant et Westerndorf. Donc, les recommandations, en fait, qui sortent de la littérature, donc c'est des recommandations qui sortaient, bien, que j'avais fait en 2020 dans un article publié dans Perspective infirmière sur les programmes de résidence au Québec, mais elles sont encore d'actualité. Donc, on doit aller vers une généralisation de l'implantation de ces programmes de résidence d'une durée de 6 à 12 mois dans l'ensemble des établissements, en favorisant une collaboration entre les milieux d'enseignement et les milieux cliniques. On doit également effectuer des travaux pour identifier des parcours de progression prototypiques qu'on appelle selon les milieux. Donc, les besoins de l'infirmière nouvellement diplômée en médecine ne sont pas les mêmes qu'aux soins intensifs. Les besoins de l'infirmière en Estrie ne sont pas nécessairement les mêmes besoins qu'à Montréal. Donc, c'est vraiment de réfléchir en fonction des différents milieux afin d'assurer une progression adéquate là, à travers ce programme-là, des responsabilités et de la charge de travail. Et tout ça en collaboration avec différents acteurs. Donc, dans le premier point, j'ai parlé des milieux d'enseignement, mais dans les milieux cliniques, il y a également les comités de la relève infirmière ou les conseils des infirmiers, des infirmières et des infirmiers qui sont présents et qui veillent au bon développement des compétences des nouvelles diplômées. Donc, on peut travailler en collaboration avec ces gens-là. En fait, on devrait travailler en collaboration. Soutenir une culture de développement professionnel qui inclut la valorisation, entre autres, du rôle de l'infirmière préceptrice. Je vais revenir dans quelques instants et évaluer l'implantation et les retombées des programmes, donc entre autres sur les résultats attendus qu'on veut de ces programmes, donc les compétences des nouvelles diplômées, la confiance en elles, leur socialisation, leur satisfaction, la rétention et la qualité des soins offerts aux patients ainsi que les coûts. Là, je vois l'heure qui avance, donc je vais essayer d'aller assez vite sur les enjeux et les défis, parce que c'est des enjeux et des défis, en fait, qu'on connaît déjà tous, puis qui sont en lien vraiment avec tout ce qu'on a identifié dans les deux premiers éléments là, les deux premières grandes thématiques de la conférence. Donc, quand on regarde l'opérationnalisation des programmes, donc ici à l'écran, c'est pas nécessairement l'opérationnalisation d'un programme de résidence en soins infirmiers, mais l'opérationnalisation d'un programme de transition. Donc, qu'est-ce qui fonctionne pas quand on essaie de mettre en place ces programmes-là? Ben, entre autres, dans la fondation, dans le soutien, dans le leadership, c'est que oui, on voit un beau soutien ou un beau leadership, mais il n'est pas toujours à certains niveaux et des fois, ça bloque parce que justement, on a un leadership plus haut, mais pas plus bas, ou plus bas, mais pas plus haut. Donc, ça bloque à certains niveaux. Donc, réfléchir comment on est capable de mieux engager l'ensemble des gens pour le bien-être pour soutenir la transition des infirmières nouvellement diplômées. Les ressources dédiées, bon, actuellement, c'est pas tant un problème, comme j'ai mentionné, dans la plupart des milieux cliniques. Il y a des ressources qui sont dédiées aux programmes pour soutenir les nouvelles diplômées. C'est peut-être plus des fois de réfléchir à comment on organise ces ressources-là. Au niveau de l'environnement de travail sain, c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai évalué, mais on sait que c'est variable. Encore aujourd'hui, on entend encore des commentaires par rapport à différents comportements négatifs. Je reviens encore racisme, discrimination, mais aussi de l'incivilité. Puis là, c'est de tous les côtés, comme on entend depuis les 50 dernières années. Donc, c'est l'infirmière technicienne contre la bachelière contre la technicienne, l'urgence contre les soins contre l'urgence, le soir contre la nuit contre le soir. Donc, on entend encore toujours. Donc, comment on est capable d'assainir nos milieux, puis d'enfin de travailler tout le monde ensemble pour le bien, en fait, pour offrir une qualité de soins à nos patients. Au niveau des programmes, du programme, en fait, les enjeux qu'on voit, bien, au niveau des résultats définis, on a souvent des très beaux formulaires d'évaluation de l'approbation, par exemple. Mais dans une étude qu'on a fait récemment, bien, on s'est rendu compte que le formulaire était utilisé seulement dans 28% des cas. Donc, beaucoup de nouvelles diplômées qui vont passer à travers leur période de probation, donc qui en général va durer 4 à 5 à 6 mois environ de travail, mais qui n'auront pas d'évaluation, qui n'auront pas de suivi ou de rétroaction après la période de jumelage, donc la période de préceptorat au début, qui dure, qui est en général très courte. Donc, ça, c'est pas nécessairement problématique que la période de préceptorat soit nécessairement courte,
mais c'est comment on assure le suivi, la rétroaction après cette période de rétroaction et pendant les 6 ou les 12 mois du programme de résidence. Même chose au niveau des précepteurs. Donc, on voit que malgré qu'il y a des formations qui sont disponibles, souvent les précepteurs ne sont pas formés, ne sont pas avisés à l'avance, ne sont pas nécessairement dédiés. Donc, on entend encore des histoires d'horreur du genre une nouvelle diplômée qui arrive sur l'unité et il n'y a pas de jumelage, elle est juste jumelée avec la première personne qui accepte de la prendre. Donc, il faut réfléchir à comment la nouvelle diplômée peut se sentir dans ce type de situation-là. Au niveau des composantes didactiques, on voit qu'il y a une vraiment très, très grande variabilité. Donc, dans les unités de soins critiques, en ce moment, souvent, il y a déjà des programmes assez étoffés, mais sur les autres types d'unités, souvent, après la période de jumelage, on voit plus de formation. Donc, voir comment on est capable d'ajouter ces éléments-là pour favoriser le soutien de nos infirmières nouvellement diplômées. Euh, et quand vient le temps de réfléchir également à l'immersion clinique, donc j'ai parlé que l'immersion clinique, c'était le choix de l'unité, mais également avec qui on jumelle la personne. Donc, dans une étude qu'on a fait récemment dans un milieu québécois, les infirmières, pour une période moyenne de jumelage de 10 jours, étaient jumelées en moyenne avec 4,5 précepteurs, préceptrices différents. Donc, c'est une personne à tous les 2 jours environ différent. Donc, très difficile d'avoir confiance en soi, d'avoir un bon suivi lorsqu'on change sans cesse de gens qui nous encadrent. Je vais aller très rapidement ici. Donc, au niveau des retombées, quand on regarde les retombées, ben, oui, il faut regarder la satisfaction des gens, mais il faut aller au-delà de la satisfaction. Donc, lorsqu'on parle des retombées sur l'apprentissage, on pense entre autres au modèle de Kirkpatrick. Donc, niveau 1, la réaction, c'est ben, si les gens ont aimé ça, la satisfaction. Niveau 2, l'apprentissage, donc est-ce qu'ils ont appris? Niveau 3, est-ce qu'ils sont capables de changer leur comportement? Et niveau 4, ben, est-ce qu'on a des résultats au niveau plus du système ou de l'organisation, donc des résultats plus au niveau des patients ou des indicateurs. Donc, lorsqu'on regarde les résultats de nos programmes de résidence, par exemple, ben, c'est pas de rester sur la satisfaction des infirmières nouvellement diplômées ou de l'équipe, mais c'est d'aller plus loin puis de voir ben, quels indicateurs on est capable de collecter qui nous renseignent vraiment sur des éléments qui ont fait une différence au niveau de nos patients. Et la dernière diapo, donc, qui fait un peu un survol ou en fait un rappel des différents enjeux et défis qu'on peut avoir, puis ça lance aussi un peu la discussion. Donc, des problèmes au niveau de la fidélité opérationnelle, donc comment on peut assurer l'offre du programme lorsqu'on est en manque de personnel, donc qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place. J'ai pas de solution magique nécessairement, mais il faut réfléchir à ces éléments-là. L'engagement des gens, donc comment assurer l'offre du programme si une nouvelle diplômée n'est pas engagée dans son apprentissage, donc comment on réfléchit les activités pour être sûr que ça répond bien à son besoin. Et ben, l'autosabotage, c'est un gros mot, mais en fait, on voit encore dans les milieux cliniques qu'on déstabilise intentionnellement les nouvelles diplômées. Donc, on va les stabiliser pendant 3 mois, puis ensuite, on va les envoyer sur d'autres unités, alors qu'on sait que ben, dans la première année de pratique, ce que les gens ont besoin, c'est de la stabilité au niveau de l'unité, au niveau des corps de travail, ce qui ne veut pas dire qu'il faut que la personne travaille seulement sur une unité ou un seul corps de travail, mais il faut bien les entraîner ou les orienter sur ces différentes unités et ces différents corps de travail parce qu'ils ont chacun leur particularité. J'ai parlé un peu plus que je ne pensais. Il est déjà 12h55, mais j'ouvre la discussion. Donc, si vous avez des enjeux que vous voulez discuter ou d'autres questions et commentaires. D'emblée, merci beaucoup à vous deux pour votre présentation. Je pense que sans trop se tromper, on peut dire que le sujet de la transition, le choc de transition, l'intégration des infirmières nouvellement diplômées, c'est un sujet qui rejoint beaucoup, beaucoup de gens. Je pense comme on peut le voir à midi, vous êtes presque 150 de connectés. Donc, ça montre vraiment, je pense, l'intérêt au niveau québécois et même à l'international pour ce sujet-là. Votre présentation, d'ailleurs, je pense, fait déjà beaucoup, beaucoup réagir dans le chat. On a beaucoup de questions qui rentrent présentement. Donc, je ne vais pas trop m'attarder. Donc, pour pouvoir commencer déjà à essayer de répondre à certaines de ces questions-là, on a plusieurs questions de participants qui touchent un peu sur le même sujet et qui sont en lien avec la relation entre les milieux académiques puis les milieux académiques ou les milieux universitaires, les milieux d'enseignement. Puis en fait, ces participants-là se demandent de manière plus générale comment est-ce qu'on voit cette collaboration-là entre les milieux cliniques puis les milieux d'enseignement dans le cadre de programmes de résidence en soins infirmiers. Donc, je ne sais pas si au niveau des écrits ou au niveau des expériences, il y a des choses que vous avez pu voir sur comment est-ce que c'est fait ou comment est-ce que ça devrait être fait même.
Oui, ben au niveau des écrits, il ne mentionne pas toujours, mais moi je peux parler peut-être de l'expérience que j'ai, entre autres, ici en Estrie. Donc moi je collabore beaucoup euh, avec les partenaires cliniques là, qui sont liés à l'université où j'enseigne. Puis en fait, c'est de voir ben, c'est quoi la force de chacun. Donc moi, ma force, c'est pas nécessairement d'aller directement sur le milieu clinique. Oui, je suis un infirmier, mais ça fait déjà presque 10 ans que je travaille pas en milieu clinique, mais ma force, c'est faire de la recherche. Donc quand on parle de l'évaluation, par exemple, des retombées, ben là, moi, je peux bien soutenir les équipes des milieux cliniques pour voir ben, comment on peut venir faire une évaluation très rigoureuse. Pas que l'évaluation en milieu clinique, elle n'est pas faite de façon rigoureuse, mais voir comment on est capable de faire cette évaluation-là et de la publier. Parce que ça, c'est un des problèmes aussi qu'on a, c'est qu'au Québec, on fait plein de belles choses dans les milieux cliniques, mais on ne les publie pas. Donc après ça, on a toujours l'impression de devoir réinventer la roue parce qu'on n'a pas accès à cette information-là. Donc à ce moment-là, les professeurs, entre autres des universités, on peut aider à ce niveau-là. Je sais également que il y a dans certains milieux des professeurs, par exemple du collégial, qui pendant l'été vont soutenir les équipes de soins dans les établissements cliniques, parce que l'été, en fait, c'est là qu'on reçoit beaucoup de nouvelles diplômées dans les milieux d'établissement. Donc, à ce moment-là, ben, il y a une belle collaboration entre des professeurs du collégial qui peuvent donner un coup de main, ou même des professeurs de l'université qui peuvent aller donner un coup de main dans les milieux cliniques. Puis au niveau de la réflexion sur la structure, en fait, des programmes de résidence. Donc, je parlais, par exemple, des composantes didactiques. Bien, c'est sûr que comme professeur des cégeps ou des universités, souvent, on est un peu plus expert, du moins, des méthodes pédagogiques ou comment organiser différentes activités pédagogiques. Donc, on peut travailler de concert avec nos partenaires des milieux cliniques pour améliorer ces différents éléments-là. Fait que c'est des exemples, mais je pense que toute collaboration est toujours le bienvenu parce qu'on a chacun notre expertise. C'est de voir ensemble comment on est capable de mettre notre expertise à profit pour bien soutenir la relève infirmière. Je rajouterais, mais de mon côté, c'est on a aussi un enjeu avec les différentes maisons d'enseignement et les différents programmes qu'on a au Québec. Là, je donne un exemple, quelqu'un qui va graduer de l'Université de Sherbrooke, puis par la suite va travailler dans la Naudière, par exemple. Comment on assure un suivi de cette personne-là? En fait, comment on établit c'est quoi ses connaissances d'entrée de jeu. Donc ça peut être un défi. Et je vais juste donner un exemple que j'ai entendu avec le CIS Gaspésie île de la Madeleine, où souvent ils ont tous étudié au même cégep, où ils ont suivi, bref, ils arrivent pas mal tous de la même maison d'enseignement. Donc, ce qui est possible dans cette région-là, par exemple, c'est de partir de leur carnet d'évaluation de stage de fin de parcours et de l'amener, en fait, dans les milieux cliniques. Et c'est un suivi qui est possible entre le milieu académique et les milieux cliniques. Donc, c'est de penser à assurer un suivi, en fait, entre ce qui a été fait à l'école, comment ça allait dans les milieux académiques et comment on peut s'assurer qu'on maintient cette progression-là pour la jeune infirmière dans le milieu clinique. Quoi, vous deux, je serais déjà avec une autre question. On a deux questions un peu qui sont, je vous dirais, un peu étroitement liées. On parle beaucoup, vous avez parlé à votre présentation des programmes de résidence bon, pour les infirmières cliniciennes en entrant dans la pratique. On a une participante qui se pose d'un côté la question, est-ce qu'on sait s'il existe présentement des programmes de résidence pour des infirmières, par exemple des IPS ou des infirmières qui sont formées au deuxième cycle dans la pratique? À quoi est-ce que ça peut ressembler? Puis à un autre niveau, je vais vous la poser tout de suite. On a une participante qui se pose la question à savoir, vous dites qu'il y avait des programmes beaucoup en soins critiques. Est-ce qu'on a un peu la même chose, mais au niveau peut-être plus des CHSLD ou de la gériatrie? Je vais commencer par la deuxième question parce que c'est plus facile. Non, habituellement, on n'a pas ça. Du moins, moi, je suis pas au courant de ce type de programme-là. Puis c'est un peu la réflexion qu'il faut avoir quand je parlais qu'il faut implanter des programmes puis se baser, ou en fait, identifier des parcours prototypiques. Donc, c'est de voir c'est quoi les besoins dans les différents milieux, les besoins des nouvelles diplômées dans ces différents milieux-là pour adapter le programme de résidence à ces différents milieux-là parce qu'une infirmière qui débute une nouvelle diplômée en CHSLD, par exemple, ou sur une unité de soins de longue durée, a besoin d'un soutien également, mais n'a pas nécessairement besoin du même soutien que l'infirmière en fait, a probablement pas besoin du même soutien que l'infirmière de soins critiques. Fait que c'est de voir vraiment comment on adapte, mais toujours de réfléchir aux éléments minimaux, en fait, qu'on a besoin. Donc, on sait qu'on a besoin de jumelage avec une infirmière expérimentée, on a besoin de mentorat, on a besoin d'activités didactiques. Donc, toujours ces éléments-là, puis voir comment on est capable de les intégrer aux différents milieux. Donc, vraiment se centrer sur les besoins de la nouvelle diplômée moyenne, en sachant que, bien sûr, il y en a toujours des plus performantes, d'autres qui ont un petit peu plus de difficultés de progression. Donc, vraiment de rester centré sur les besoins.
Puis au niveau des IPS, je ne crois pas qu'il y ait un programme de résidence actuellement pour les IPS. Il faut savoir que les programmes IPS souvent se terminent par des très longs stages, comparativement peut-être au programme de soins infirmiers, que ce soit au cégep ou à l'université, où souvent ben, les longs stages, c'est à peine une trentaine de jours. Là. C'est souvent les plus longs stages qu'on a vers la fin de programme. Mais je sais qu'il y a beaucoup de travaux qui sont actuellement faits avec les maisons d'enseignement, les établissements cliniques et le ministère par rapport à la transition des IPS pour justement identifier ben, un peu ce que j'ai mentionné, là, des parcours prototypiques pour les différents types d'IPS, puis voir qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place pour bien les soutenir. Donc, est-ce qu'ils vont appeler ça une résidence ou autre chose? Là, je suis pas trop certain, mais je sais qu'il y a des travaux actuellement là, pour favoriser le soutien également des IPS. Puis on n'a pas parlé, mais tous ces travaux-là, en fait, peuvent aussi être appliqués pour les infirmières auxiliaires ou d'autres types de professionnels qu'on a dans nos milieux où ben, c'est pas simple, mais c'est simplement d'adapter, dans le fond, aux besoins puis à la pratique de ces personnes-là, puis de vraiment se centrer sur leurs besoins d'apprentissage puis leur transition. J'aurais peut-être un petit bémol pour tout ce qui est IPS, pratique avancée, médecine également. Juste faire attention, souvent c'est appelé programme de résidence, mais c'est beaucoup plus un fellow, donc qui est une spécialisation qui est vraiment pas la même chose. Donc juste, si vous voyez programme de résidence IPS, assurez-vous d'aller bien regarder est-ce qu'en fait on vise à développer des compétences spécifiques dans une spécialisation extrêmement populaire aux États-Unis. Je pense qu'il y a une vingtaine ou une trentaine de spécialisations, mais c'est pas nécessairement du préceptorat et du mentorat comme il est question dans un programme de résidence qu'on a abordé aujourd'hui. Ton micro est fermé, Marc-André. Merci beaucoup, Martin. Merci aussi à vous deux pour la réponse à votre question. J'irai déjà avec une autre, peut-être une avant-dernière question. On a deux questions de participants qui portent davantage sur les aspects financiers de ces programmes-là. Donc, d'un côté, on a une participante qui se questionne à savoir les programmes actuels qui sont implantés au Québec. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur les mécanismes de financement de ces programmes-là? Et de l'autre côté, je sais que vous avez mentionné tantôt dans les écrits qu'on voyait que ces programmes-là, c'était des programmes qui avaient un bon, on pourrait dire, ratio coût-efficacité, une bonne efficience. On a un participant qui se demande si vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur les indicateurs financiers qui pourraient être en faveur des programmes de résidence. Donc, quel argument financier est-ce qu'on pourrait apporter pour les programmes de résidence? Oui, ben, les gens vont peut-être être un peu déçus parce que ça, c'est la partie où en fait, moi, je suis un peu moins au courant là, de tous les éléments du financement, qui est quand même assez complexe au Québec, la façon dont le financement est fait. Par contre, ce qui ressort vraiment de la littérature, c'est quand on regarde ces programmes-là qui ont été mis en place, parce qu'on sait que oui, ils coûtent plus cher. Mettre plus de soutien, effectivement, ça coûte plus cher, mais quand on regarde au final pour l'organisation, en fait, il y a vraiment des économies d'échelle qui sont liées à la rétention. À ce moment-là, ça peut devenir difficile si le budget est plus géré unité par unité, parce que sur une seule unité, ben à ce moment-là, effectivement, ça peut coûter plus cher sur l'unité, mais sur l'ensemble de l'organisation, c'est vraiment là qu'on vient rechercher, qu'on vient en fait sauver des coûts. Parce que ce qu'on voit pas, puis William, tu pourras compléter parce que je pense que c'est quelque chose que tu as fait aussi, mais c'est que tous les coûts qui sont associés à la formation, en fait, l'embauche, la formation et l'encadrement que ce soit une nouvelle diplômée ou quelqu'un qui change d'unité, c'est extrêmement, en fait, il y a beaucoup de coûts qui sont associés à ça, donc pas juste l'infirmière préceptrice avec qui on va la jumeler, mais toutes les ressources humaines, toute la publicité qui est faite pour embaucher et tout. Donc, c'est des coûts qui sont associés, là, je me souviens plus par cœur, là, mais le coût en fait, le coût de rétention ou en fait de l'attrition d'une seule infirmière nouvellement diplômée, c'est dans les 45 à 60 000 à peu près lorsqu'on perd une infirmière. C'est sûr que le coût est plus grand si elle s'en va dans un autre centre hospitalier. Si elle reste dans le même centre hospitalier, c'est un peu différent. Mais donc, ces programmes-là, quand on les met sur pied, on voit que ça améliore la rétention sur les unités et c'est ce qui fait sauver de l'argent au final à l'organisation. Moi, je rajouterais simplement que c'est extrêmement difficile de quantifier spécifiquement à quel point ça coûte cher de perdre des infirmières. Il y a des coûts directs là, qui se calculent assez facilement. Donc, combien on a engagé pour de main-d'œuvre indépendante, par exemple, combien on a engagé, combien on a eu de temps supplémentaire obligatoire. Bref, les coûts directs, les ressources humaines qui ont travaillé fort pour recruter des gens. Donc, ça, c'est relativement facile à calculer. Mais quand on parle des coûts indirects, on parle notamment de la qualité des soins. Puis, il y a différentes études qui ont prouvé que plus on a du roulement de personnel, en fait, plus il y avait de chutes
C'était sur une étude sur une unité de personnes âgées. Donc, plus il y avait de roulement de personnel, plus il y avait de chutes chez les patients. Il y a d'autres éléments aussi en lien avec les erreurs médicales, donc les erreurs de médicaments. Donc, c'est des éléments. Est-ce que c'est quantifiable? Non, mais la qualité des soins, ça a une valeur aussi à ne pas négliger. Donc, c'est ces éléments-là qu'on doit garder en tête aussi quand on investit dans notre main-d'œuvre. Donc, réduire le recours à la main-d'œuvre indépendante, réduire le TSO, s'assurer en fait qu'on a une main-d'œuvre qui est compétente, qui collabore bien ensemble, qui est habituée de travailler ensemble. Donc, pour avoir travaillé à l'urgence, quand on travaille avec des nouvelles personnes, notamment au triage ou en salle de réanimation, il y a des défis inhérents à ça. Donc, c'est de garder ces éléments-là en tête aussi et ne pas penser seulement aux chiffres. Oui, puis je pense que ça fait réagir un participant, entre autres, qui mentionne l'annonce récente de Santé Québec de vouloir couper 1,5 milliard de dollars dans les établissements de la santé. Donc, peut-être un défi supplémentaire à avoir pour des programmes comme ceux-là. J'irai peut-être avec une dernière question. On a un participant qui se questionne un peu sur, on nous dit, bon, dans leur milieu à eux, par exemple, ils ont des novices. En fait, il y a du mentorat qui est offert aux infirmières novices, aux infirmières nouvellement diplômées, pas nécessairement en lien avec les programmes de résidence en tant que tel. Mais eux se posent la question, comment est-ce qu'on peut faire pour, parce que les disent, eux, dans le milieu, on a du mentorat qui est offert à ces novices-là. Par contre, les novices ne font pas appel à ce mentorat-là. Je sais qu'au début de la présentation, je pense que c'est M. Tessier qui mentionnait différentes stratégies qui peuvent être mises en place pour favoriser justement l'intégration de ces infirmières-là, peut-être au-delà des programmes de résidence en soins infirmiers. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour que vraiment les infirmières nouvellement diplômées profitent des ressources, des stratégies qui sont mises à leur disposition, comme dans ce milieu-là, les offres de mentorat? C'est c'est quelque chose que j'ai discuté au printemps dernier. Je sais pas s'il y a des gens du Jewish qui sont ici, mais j'en ai parlé avec des gens du Jewish qui avaient cet enjeu-là, où ce que il y a du mentorat disponible, mais ce n'est pas consulté. L'enjeu, en fait, avec le mentorat, c'est que ça prend une relation assez particulière, où une jeune infirmière va partager ses émotions, son ressenti, ses défis. Donc, c'est extrêmement difficile de partager tout ça, donc de se mettre dans une position de vulnérabilité avec une personne qu'on connaît très peu, une personne qui travaille principalement en bureau et qui n'est pas présente sur le milieu clinique. Donc, moi, mon conseil, en fait, c'est si on veut une relation mentorat-mentoré, on doit absolument viser des personnes qui ont une certaine proximité avec ces jeunes infirmières-là, des gens qui sont sur le terrain, des gens qui vont connaître aussi la personne qui est mentorée, mais surtout peut-être même de viser en fait quelqu'un qui va travailler sur le même corps de travail, qui va être présent sur les mêmes corps de travail, une personne avec qui va travailler sur le même week-end. Donc vraiment, c'est de viser du mentorat de proximité et de créer, d'établir cette relation-là dès le début, dès l'entrée dans la profession. Ça se pourrait que le mentorat soit pas utilisé du tout, mais je pense que déjà, dès le début de l'entrée dans la pratique, si on regarde de cibler cette relation-là, mentorat, mentoré, on va avoir peut-être plus de chances qu'il soit utilisé que si on a un service mentorat général dans tout l'hôpital avec une personne pour qui on a très, très peu de liens ou on n'a pas le goût de se mettre en position de vulnérabilité. Puis souvent, c'est d'assurer aussi que les gens sachent que le service existe, mais sachent qu'est-ce qu'ils peuvent retirer de ce service-là. Donc, assurer qu'on a bien communiqué les objectifs de ce programme-là en donnant des exemples concrets, par exemple, de questions qu'on peut demander au mentor ou de types de discussions qu'on peut avoir avec le mentor. Parce que c'est ce qui ressort en fait, d'études qu'on a fait récemment également. Donc, les nouvelles diplômées vont pas nécessairement chercher le soutien, pas parce qu'elles n'ont pas besoin, mais parce qu'elles savent pas qu'elles ont ce besoin-là ou elles savent pas vers où se tourner pour aller chercher ce type de soutien-là. Donc, vraiment de favoriser la communication, puis d'assurer qu'à tous les niveaux, quand on parlait des programmes de résidence, mais c'est pour n'importe quel programme de transition, s'assurer que tout le monde connaît l'offre de service, puis est capable en fait, de pister les gens. Donc, moi, comme collègue de nouvelle diplômée, si elle me pose une question à un moment donné sur son développement professionnel, ben oui, je peux l'aider, mais je peux dire, hey, as-tu pensé à en parler avec ton mentor? Mais si je ne sais pas que ce programme-là existe, je peux pas aider ma collègue à se tourner vers cet élément-là. Donc, un des éléments, vraiment la communication aussi des programmes. Donc, toutes les activités qui sont offertes dans le programme, qu'est-ce que ça mange en hiver en bon québécois. Donc, qu'est-ce qu'on peut retirer de ces activités-là? Être sûr que tout le monde dans les milieux cliniques sont au courant de ces éléments-là. Un énorme merci à vous deux pour votre présentation aujourd'hui. Merci également pour toutes vos réponses à nos questions. Je vois qu'il y a des questions qui continuent à rentrer dans le chat. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait ce midi. Si jamais votre question n'a pas pu être répondue ou que vous souhaitez continuer à échanger avec M. Charette et M. Tessier sur ce sujet-là, je vous invite à leur écrire directement à leur adresse courriel qui est présente sur la page de l'événement. Je vous mentionne également que l'enregistrement de la présentation d'aujourd'hui va être ajouté sur notre site Internet dans les prochains jours et vous pourrez la revisionner gratuitement et de manière tout à fait libre.
Je mentionne également qu'au RISIC, on organise plusieurs activités et on a une nouvelle activité qui est prévue dès demain déjà. Donc, demain de midi à 13h, nous avons un nouveau webinaire qui est prévu et qui sera animé par Mme Gabriela Peguero-Rodriguez, qui est professeure à l'Université du Québec en Outaouais et qui va venir nous parler d'intégration théorique dans les études à de vie mixte. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Vous pouvez vous inscrire à cette activité en visitant le site internet au www.risic.com. Merci encore à vous deux pour votre présence aujourd'hui et pour toutes nos réponses à nos questions. Et pour les gens qui nous suivaient, on se retrouve peut-être demain midi pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.